J'ai rencontré Gérard il y a environ 1 an, alors que je parcourais le sud du Brésil à la recherche de lieux insolites. Je m'appelle Marc, je suis né et j'ai grandi aux États-Unis, et Gérard est d'origine allemande, mais il vit au Brésil depuis une vingtaine d'années. Sa famille s'est installée ici et il a hérité d'un vieux manoir à la périphérie d'un petit village. Il n'en reste, à première vue, que le nom. Une maison délabrée, une dépendance à moitié pourrie et quelques deux granges vides. Mais c'est justement ce qui m'a interpellé. Gérard m'a dit qu'il y avait quelque chose d'étrange dans les caves, dont la rumeur locale circulait depuis le siècle dernier. Il a dit qu'une certaine famille allemande avait vécu dans le manoir pendant longtemps, et que depuis les années d'avant-guerre, il y avait eu des affaires louches dans le voisinage. Bien sûr, je ne croyais pas à toutes ces légendes, mais Gérard insistait sur le fait qu'il avait lui-même vu des pièces étranges lorsqu'il s'était accidentellement aventuré dans la partie la plus reculée de la cave. Ce printemps, j'ai donc eu la chance, ou la malchance, d'être convaincu de ce qu'il disait. Je lui ai rendu visite avec un ami, appelé Josh. Il vient d'Angleterre. Nous avons déjà fait plusieurs voyages fous ensemble. Vous savez, le genre de copain qui cherche toujours l'aventure et qui jure ensuite que ça va trop loin. Nous étions tous les deux intéressés par la découverte d'une vieille architecture germanique au milieu de la jungle brésilienne. La maison de Gérard était lugubre et inquiétante, surtout au coucher du soleil. Peintures écaillées sur les murs, colonnes couvertes de lierre et odeur de moisi qui nous montait au nez. Gérard lui-même, cependant, nous a accueillis chaleureusement. C'était un homme simple et travailleur, mais avec un charme européen. Cheveux blonds, regard amical. Je dois avouer que je ne m'attendais pas à ce qu'il nous propose de vivre dans la maison principale, car je me doutais que tout y était délabré. Mais il m'a dit « Ne vous inquiétez pas, les chambres mises à l'étage sont bien. Ce qu'il y a en bas, il vaut mieux ne pas y toucher. » Dès qu'il a prononcé ces mots, j'ai pensé à quelque chose comme « Bien sûr, ne pas toucher. Maintenant, je veux juste savoir ce qu'il y a en bas. » Le domaine lui-même était situé sur de vastes terres agricoles où l'on cultivait du café et quelques fruits. En fait, Gérard était un fermier qui avait hérité à la fois des champs et de la maison. Il avait mentionné un jour que les anciens propriétaires, ses parents éloignés, n'étaient pas venus ici depuis des années et que les bas registres de propriété étaient pleins de trous et d'inexactitudes. Josh avait proposé de faire le tour des lieux et d'y jeter un coup d'œil. Gérard a répondu « Ne va pas au sous-sol, les escaliers pourraient s'effondrer, et il y a des rats qui courent partout. » Nous avons promis, bien sûr, mais nous avions tous les deux une étincelle de curiosité dans les yeux. Qui s'arrêterait après un tel avertissement? La première nuit, je n'ai pas pu dormir. Il faisait très froid et humide dans la maison. Les planches craquaient tout autour de moi. Et quelque part, au loin, j'entendais un étrange bruit, sourd, comme si quelqu'un marchait dans la cave. C'était peut-être juste le vent qui jouait avec la porte défaillante. Je ne sais pas, mais ça m'a mis les nerfs en pelote. Au matin, j'ai décidé que nous devions découvrir ce qu'il y avait là-dessous. Josh, bien qu'il ne soit pas fan de tout ce qui est roman gothique, était d'accord. Mais si nous trouvons quelque chose de précieux, nous pourrons le vendre comme une antiquité. Nous n'avons pas parlé de nos projets à Gérard, car il nous regardait déjà avec un peu de méfiance. Je supposais qu'il n'y allait pas souvent. Il parlait sans cesse de trouvailles étranges, mais sans plus de détails. Il n'aimait pas cette partie de la maison. Vers midi, Josh et moi avons marché tranquillement jusqu'au fond du couloir, où nous pouvions apercevoir l'escalier derrière une porte en bois. Nous n'avions que des torches et un canif, à moins que vous ne comptiez les smartphones dont la connectivité est pratiquement inexistante. L'escalier était effectivement vétuste, il grinçait sous les pieds.
Nous pouvions entendre l'écho de ce grincement se dissiper dans l'espace vide en dessous. L'odeur d'humidité s'intensifiait jusqu'à devenir presque nauséabonde. Je me disais, c'est peut-être une mauvaise idée, mais la curiosité a pris le dessus. Le rez-de-chaussée était plus spacieux que je ne l'avais imaginé. Le plafond était bas, mais la pièce elle-même s'étendait en profondeur, avec des passages latéraux qui en partaient. Nous avons allumé les torches et fait quelques timpas. Il y avait du bric-à-brac partout, des caisses en bois couvertes de toiles d'araignée, des outils rouillés. J'ai aperçu des panneaux en allemand, qui semblaient être des caisses d'archives ou de marchandises. Beaucoup de choses étaient bien froissées et jetées comme des ordures. Mais soudain, j'ai eu presque physiquement froid, même s'il faisait chaud. C'était comme s'il y avait un air spécial et inanimé dans le sous-sol. Josh a marmonné quelque chose. Je sens qu'il y a quelque chose de plus dans cet endroit. Quelques minutes plus tard, nous sommes de tomber sur une porte latérale, une étrange porte métallique dont la serrure était à moitié cassée. Nous avons dû faire un effort pour l'entrouvrir. À l'intérieur se trouvait une petite pièce remplie d'étagères de livres délabrés et de rouleaux de papier. Tout était en allemand. Les pages étaient jaunies, les titres soigneusement écrits. Certains dataient du milieu du XXe siècle, d'autres d'avant la guerre. Sur l'une des tables se trouvaient de vieilles cartes, et c'est là que nous avons tous deux remarqué une bizarrerie. Des cartes de l'Antarctique, avec des marques qui ne ressemblaient pas aux itinéraires d'expédition ordinaires. Josh a sifflé doucement. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu préparer? Dans un coin de la pièce, sous une couche de poussière, nous avons trouvé plusieurs boîtes métalliques, fermées hermétiquement comme s'il s'agissait de boîtes de conserve. J'en ai pris une, j'ai regardé à travers le verre translucide et j'ai failli la laisser tomber. Il y avait quelque chose comme un organe humain flottant à l'intérieur, comme une momie, un foie ou quelque chose de pire. L'odeur, lorsque j'ai entrouvert le couvercle, m'a immédiatement fait pincer le nez et reculer. J'ai immédiatement eu envie de m'enfuir, mais Josh s'est contenté de serrer les dents et de dire « C'est un héritage effrayant, mais nous sommes ici maintenant. » Il a pris quelques photos avec son téléphone, apparemment pour régler les choses du plus tard. Cette sortie me plaisait de moins en moins, mais ma curiosité ne me lâchait pas. Nous avons commencé à examiner les étagères, les livres, les notes. Les mots en allemand ont attiré notre attention. Il s'agissait de projets allemands liés, semble-t-il, à l'Antarctique. Dans un cahier, j'ai vu des croquis de machines étranges, étiquetés « Technologie secrète », si mon allemand est correct. Il devenait évident qu'un plan d'après-guerre se cachait ici, peut-être une organisation qui poursuivait le travail du Troisième Reich. Cela paraissait fou, mais l'histoire était jalonnée d'ex-nazis fuyant vers l'Amérique du Sud. Et voilà que nous tombons sur une preuve directe. Nous sommes retournés dans le couloir et avons poursuivi notre chemin. Il me semblait que quelque part dans les profondeurs de cette cave, il y avait un air encore plus froid, presque grave. Après quelques pas, nous avons trouvé une autre porte, entr'ouverte. En regardant à l'intérieur, j'ai immédiatement senti les poils de ma nuque se dresser. Au centre de la pièce se trouvait une sorte de chaise recouverte de cuir craquelé. Tout autour de la chaise, sur les accoudoirs, il y avait des sangles, manifestement pour attacher une personne. Et pourtant, la chaise était entourée de quelque chose qui ressemblait à des instruments médicaux sur des chariots, des seringues, des flacons, des fioles. Tout était rouillé, mais l'esprit de douleur et de désespoir était omniprésent, comme si des centaines de cris avaient figé l'endroit. Je me suis approché lentement de la chaise en observant tous les détails. Sur le mur en face de lui était accrochée une photographie jaunie. À la faible lumière de la lanterne, je pouvais distinguer le visage d'Hitler, aussi bizarre que cela puisse paraître. Mais le plus choquant, c'est qu'au dos de cette photo, nous l'avons enlevée du mur et l'avons regardée. Il y avait la date, 1985, c'est-à-dire
40 ans après la fin officielle de son histoire. Mon cœur a failli bondir à ce moment-là. Après tout, cela signifiait soit qu'il s'agissait d'un faux fou, soit que quelqu'un avait réellement capturé Hitler vivant en 1985. Je ne suis pas un historien ni un adepte des théories du complot, mais cette information m'a carrément fait perdre pied. Et le visage de Josh est devenu blanc comme de la craie. La chaise avec les sangles, les cartes, les organes dans les bocaux, la photographie, tout cela indiquait que quelqu'un poursuivait les activités nazies sur le sol brésilien, et probablement depuis longtemps. Mon esprit s'emballe. S'agit-il vraiment d'une expérience secrète? Un programme qui avait réussi à quitter l'Europe pour s'installer ici? Et c'était encore plus effrayant quand on réalisait qu'il pouvait s'agir d'une sorte d'expérience médicale sur des êtres humains. J'ai jeté un coup d'œil à Josh, qui s'est contenté de murmurer. Il faut qu'on sorte d'ici et qu'on aille chercher quelqu'un pour s'occuper de ça. Mais avant de partir, il a pris quelques photos supplémentaires sur la chaise et j'ai remarqué que ses mains tremblaient tant. Lorsque nous sommes sortis de cette pièce et que nous avons monté les escaliers, nous avons été accueillis par un Gerhard renfrogné. Il a remarqué que nous étions descendus au sous-sol et nous a demandé nerveusement ce que nous y avions vu. Au début, nous ne savions pas quoi dire et nous devions avoir l'air effrayés. Finalement, j'ai dit « Écoute mon pote, il y a plus que des déchets là-dedans, il y a quelque chose de très grave. » Il a poussé un grand soupir et m'a avoué qu'il était au courant depuis longtemps, mais qu'il n'osait pas aller voir ce qui se passait. Les habitants de la région parlaient également des fantômes d'anciens nazis, de personnes disparues dans le quartier, dont les disparitions n'avaient jamais été élucidées. Nous savions que nous devions faire quelque chose, mais que faire de ces horribles découvertes? Appeler la police? Il existe différentes manières de traiter ce genre de choses au Brésil. Ou peut-être contacter des historiens et des journalistes. Josh a déclaré « Nous devons faire connaître cette histoire pour qu'elle soit connue de tous. Nous devons faire de la publicité pour que tout le monde connaisse la vérité. » Mais Gerhard a peur. Je ne veux pas d'ennui. Le pays est déjà dans la tourmente. Tout d'un coup, ils vont penser que je suis lié à tout ça, alors que je ne suis qu'un fermier. Je ne suis qu'un paysan. Je ne savais pas quoi dire. D'une part, nous ne pouvions pas partir comme si nous n'avions rien trouvé. D'autre part, il est assez dangereux de se lancer dans une enquête détaillée, car quelqu'un pourrait découvrir notre activité, surtout si ce réseau, ou ce qu'il en reste, est encore en vie. Nous nous sommes assis tous les trois dans le salon pour discuter des prochaines étapes. Le fauteuil à sangles me donnait des fourmis dans les tempes. L'idée même que Hitler ait pu vivre beaucoup plus longtemps que ce que l'on sait officiellement semblait absurde, mais les preuves n'avaient jamais rien d'une plaisanterie. Pour y voir plus clair, nous avons décidé de consulter les archives et les documents que nous avons trouvés. Gerhard nous a dit qu'une femme qu'il connaissait près de chez lui, Claire, elle était française, avait vécu en Allemagne pendant longtemps et connaissait très bien l'allemand. Elle pouvait nous aider à traduire de nombreux documents. Nous nous sommes rendus chez elle dans la matinée, une vieille route défoncée, avec de la végétation tropicale sur les côtés. Claire nous a accueillis avec méfiance, mais lorsqu'elle a vu les documents, elle a sursauté. Elle nous a dit que certains d'entre eux décrivaient effectivement des expériences médicales et qu'ils étaient signés par un médecin qu'elle avait trouvé dans de vieilles listes de criminels nazis. Mais ce qui est encore plus effrayant, ce sont les notes du journal qui parlent de sopopé, prolongation artificielle de la vie, et d'une cachette secrète, au cas où elle devrait se cacher des alliés. Ce n'est pas une fiction, dit Claire en feuilletant les pages. Il y a des noms précis, des dates. Elle fait remarquer que les registres mentionnent 1970 et 1980, ce qui est impossible s'il s'agit de personnes ayant vécu pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc,
Soit il s'agissait d'adeptes fanatiques, soit ils menaient des expériences sur eux-mêmes. Josh a du mal à contenir un petit rire nerveux. Il s'avère que quelqu'un s'est réellement échappé et a continué ses horreurs ici au Brésil, ou peut-être ailleurs. Gérard resta silencieux, regardant le bout de photo de Hitler. On pouvait lire sur son visage qu'il était choqué. J'ai essayé de me contrôler, mais je tremblais. Après tout, il ne s'agissait plus seulement d'une maison au passé sombre, mais d'une explosion historique potentielle qui allait changer la façon dont le monde d'après-guerre était perçu. Le lendemain, Josh et moi sommes retournés au manoir et avons décidé de voir si le sous-sol continuait. Peut-être y avait-il des passages secrets. Nous avions le sentiment d'être passés à côté de quelque chose d'important. Après tout, pourquoi ces cartes de l'Antarctique ont-elles été conservées? En y regardant de plus près, il s'est avéré que ces cartes indiquaient les points où des expéditions sous-marines avaient, soi-disant, été effectuées. Les nazis sont connus pour leur légende sur la Nouvelle Souabe, Neuschwabenland, et leur tentative d'y installer des bases secrètes. Désormais, il ne s'agit plus de science-fiction, mais d'une sinistre réalité. Nous avons scruté les moindres recoins de la cave. Nous avons trouvé le sol derrière les étagères qui étaient clairement recouverts de planches de couleurs différentes. En les soulevant, nous avons découvert une trappe menant à un tunnel étroit. En y descendant, ce qui était probablement la chose la plus téméraire que j'ai jamais faite, nous avons vu une autre pièce qui ressemblait à un laboratoire. Il y avait des tables en métal, un vieux générateur et des capsules en verre. En regardant les tessons d'équipements étranges, on pouvait imaginer comment des expériences avaient été menées. Ici, des tuyaux en caoutchouc traînaient et des fils électriques pendaient sur des murs. Il y avait un dossier sur la table. Lorsque je l'ai ouvert, j'ai trouvé des dizaines de photographies, dont certaines dataient manifestement d'après-guerre. Les personnes sur les photos, certaines en uniformes allemands, d'autres en vêtements civils. Et il y avait à nouveau ce visage douloureusement reconnaissable. Hitler, âgé mais toujours vivant. Je m'attendais presque à le voir surgir du coin de l'œil, tant l'atmosphère inquiétante semblait réelle. En fin de compte, nous avions un problème clair. Nous avions découvert qu'il y avait probablement encore une clinique ou un laboratoire nazi en activité ici, au milieu des années 80, qui se livrait peut-être à des expériences de prolongation de la vie. Nous ne savions pas s'ils avaient obtenu tous les résultats escomptés, ni où se trouvaient les personnes chargées de ces expériences. Si ne serait-ce qu'une fraction d'entre eux est encore en vie, ils pourraient donc constituer une menace sérieuse. Les sangles des chaises et les organes en conserve suggèrent les méthodes qu'ils ont utilisées, sans compter que les photos de Hitler bouleversaient les faits historiques. Josh et moi avons compris que nous devions d'une manière ou d'une autre transmettre ces données à des experts, des journalistes ou des agences de renseignement. Mais nous avons aussi senti le danger, et si cette organisation avait encore des adeptes qui remarqueraient notre agitation et tenteraient de nous faire taire, Gérard voulait seulement avoir l'esprit tranquille et ne voulait pas que son nom soit mêlé à un scandale lié aux nazis. Mais nous lui avons expliqué que cacher de telles choses pouvait avoir des conséquences encore plus graves. Il a accepté, mais pas tout de suite. Nous avons décidé que la meilleure solution était de contacter prudemment des personnes compétentes par l'intermédiaire de connaissances de confiance. Claire a promis de nous aider à établir des contacts en France, où il y a des chercheurs qui travaillent depuis longtemps sur les archives du Troisième Reich. Nous voulions aussi impliquer nos amis américains travaillant dans le journalisme. Mais tout cela devait se faire de manière à ce que personne ne sache exactement où se trouvait le domaine jusqu'à ce que les autorités arrivent et le mettent sous protection. Claire a fait venir d'Allemagne l'un de ses amis, Tobias, un historien qui a longtemps étudié le sujet de l'émigration nazie. Lorsqu'il a vu les photos et certaines de nos découvertes, il a été profondément choqué.
Je n'arrive pas à y croire, a-t-il répété. Cela change toutes les perceptions. Il était absolument convaincu qu'il était urgent de tout enregistrer pour la science. Nous l'avons emmené au sous-sol, nous l'avons laissé filmer chaque document, chaque pièce à conviction. Tobias était terrifié, mais il était resté professionnel. Ces images vont faire sensation, a-t-il dit. Mais ce n'est pas la publicité que nous devons craindre, c'est qui pourrait être derrière tout cela jusqu'à présent. Ces craintes qui se sont confirmées. À la fin, nous avons tous eu l'impression que le temps nous était compté. Quelqu'un pouvait s'en prendre à nous, à peine une rumeur était-elle née. Nous avons décidé de garder le silence jusqu'à ce que Tobias envoie des copies des documents à plusieurs endroits indépendants, afin que personne ne puisse les saisir et les détruire. C'était une sorte d'assurance. Nous avons essayé de faire semblant de vaquer à nos occupations normales à la ferme, afin de ne pas éveiller les soupçons de la population locale. Mais à l'intérieur, nous étions remplis de peur. L'image de cette chaise me hantait tout particulièrement. Je me disais que si l'on descendait la nuit, on entendrait des gémissements et qu'une ombre scintillerait dans un couloir, comme si l'horreur de ce passé respirait encore dans les murs. Pendant quelques semaines, nous avons vécu dans l'attente d'un événement. Une nuit, je me suis réveillé en entendant quelqu'un frapper à la porte du fond. Josh et moi, nous sommes de précipités en bas, mais nous n'avons vu qu'un battant cassé et des déchets éparpillés, comme si quelqu'un n'avait fouillé et s'était enfui. Je n'entrerai pas dans les détails de la poursuite, car elle a été brève et n'a abouti à rien. L'agresseur a disparu dans l'obscurité. Mais après cet incident, nous avons compris que nous devions partir. Nous avons envoyé tous les documents de valeur à Tobias en Allemagne et laissé le domaine à Gérard, qui allait séjourner chez des parents dans un autre État. Claire a promis d'arranger les choses avec les autorités locales et de clôturer la maison d'une manière ou d'une autre. Peu de temps après, j'ai reçu un courriel de Tobias. Il avait montré les documents à plusieurs professeurs et avait reçu des réactions choquantes. La question de savoir s'il s'agissait d'un faux ou d'un canular a été débattue, bien que les experts pris en photographie y aient déclaré que les images semblaient authentiques. Ce qu'ils ont eu le plus de mal à croire, c'est la date de 1985. Tobias n'a aucun doute sur le fait qu'il s'agit d'une énorme couche d'histoire qui a été soigneusement occultée. Je ne sais pas comment cette enquête se terminera globalement, mais au moins nous avons fait de notre mieux. Si j'écris cette histoire, c'est parce que je me rends compte que l'Internet est aussi une force et que les gens doivent savoir que des lieux aussi déserts peuvent cacher des affaires qui font froid dans le dos. Je ne dis pas que Hitler a vécu jusqu'à 80 ans, mais de nombreux indices indiquent donc que quelque chose comme cela aurait pu se produire. Et les découvertes cauchemardesques dans le sous-sol montrent que même s'il n'y vivait pas, certains de ses disciples ont poursuivi des expériences impossibles et cruelles. Je rêve encore de couloirs glacés, de cartes de l'Antarctique et de cette maudite chaise avec ses sangles. Parfois, je me dis que je suis allé trop loin, mais il n'y a pas de retour en arrière possible. J'espère que la vérité sera révélée au monde entier lorsque tout sera rendu public par les voies officielles. Le manoir Gerhardt est vide aujourd'hui et on ne sait pas ce qu'il en adviendra. Mais il n'en reste pas moins que nous avons trouvé là, dans une cave humide et à moitié immergée, les traces d'un passé terrible qui pourrait changer le cours de l'histoire. Et le pire, peut-être, a été de réaliser que tous les secrets des guerres passées n'appartiennent pas au passé. Parfois, ils se cachent sous la poussière et les toiles d'araignée, parmi les vieux livres et les bocaux d'organes humains, attendant que quelqu'un tire le plancher et laisse à nouveau sortir l'horreur. C'est pourquoi j'ai décidé de vous en parler ici, dans l'espoir que vous ferez preuve de prudence dans vos recherches et que vous réaliserez qu'il y a des portes qu'il vaut mieux ne pas ouvrir
si vous n'êtes pas prêt à affronter votre propre ombre de l'histoire,